En 1996, une avocate pénaliste prometteuse, Élodie Dubois, disparut sans laisser de traces après que sa Citroën DS4 fut retrouvée près du pont de la vallée des Vosges. Tout le monde supposa qu'elle avait sauté pour mettre fin à ses jours, jusqu'à ce que, 7 ans plus tard, une serviette en cuir usé, ensevelie dans la boue et le temps, soit découverte par des garçons pêchant le long des berges de la Dordogne, ravivant une affaire que la ville avait discrètement oubliée. La Dordogne s'était apaisée après une semaine de fortes pluies, mais sur ses rives basses, des amas de débris s'accrochaient aux bords, branches, sacs plastiques, fragments de clôture. Un trio d'élèves du collège de Saint-Yrieix s'était éclipsé des cours, armés de cannes à pêche artisanales héritées de leur grand-père et de l'espoir d'une belle prise. Ils n'étaient pas censés être là, et c'était bien là la moitié du plaisir. L'un d'eux, Clément Martin, remarqua une forme rectangulaire sombre, à moitié enfouie sous un tapis de racines. Il descendit de la corniche rocheuse et la poussa du bout de sa chaussure. Elle ne bougea pas, je crois que c'est une serviette, dit-il en s'accroupissant. Pas possible, murmura Étienne Laurent, le plus âgé des trois, probablement des déchets. Mais ce n'en était pas. Lorsqu'ils la dégagèrent, son poids les surprit. Les coins étaient usés jusqu'à l'os, les fermoirs rouillés, un côté déformé comme s'il avait été écrasé. Clément déverrouilla le fermoir avec effort. Quand il s'ouvrit, une odeur les frappa d'abord, terreuse, rance, un mélange de moisissure et de papier pourri. À l'intérieur, des fragments de pages autrefois blanches, collées les unes aux autres, des taches d'encre s'étalant en bavure. Sous le désordre, glissée dans un dossier en ruine, se trouvait une carte plastifiée. Étienne la sortit et la lut à voix haute, Élodie Dubois, avocate. Ils se regardèrent, interdits. Le nom ne leur disait rien, mais le titre, si. Ils portèrent la serviette jusqu'au bord de la route et firent signe à une Peugeot 306 de la gendarmerie qui passait. L'officier Louis Blanchard la prit avec un hochement de tête, jeta un coup d'œil à la carte et la chargea dans le coffre. Il aurait pu l'ignorer, mais le nom s'inscrivit dans sa mémoire. 2 heures plus tard, la serviette atterrit sur le bureau d'une enquêtrice dans le département de la Corrèze. L'enquêtrice Nathalie Lefebvre n'était au commissariat de Tulle que depuis 6 semaines. Sa précédente affectation était à Limoges, dans les crimes violents. Elle n'était pas particulièrement sentimentale, ni venue dans la division des affaires non résolues pour se réinventer, mais il y avait une constance dans les mystères irrésolus qui lui convenaient. Quand la serviette arriva, elle fut enregistrée comme bien retrouvée, couverte de boue, contenu dégradé, incertain. Nathalie parcourut le rapport rapidement. Ce qui attira son attention, ce n'était pas le contenu désintégré, mais la carte professionnelle, encore assez intacte pour être vérifiée. Élodie Dubois, murmura-t-elle, mettant le document de côté. Elle se connecta aux archives du commissariat. Le numéro de dossier apparut, Froid 96 à 1042. Les notes archivées étaient brèves, personne disparue, femme, 36 ans, avocate pénaliste, vue pour la dernière fois le 19 juin 1996, voiture retrouvée garée sur le pont de la vallée des Vosges, porte déverrouillée, aucun signe de lutte, pas de lettre de suicide, aucun témoin confirmé. Après une semaine de recherche, les autorités penchèrent pour une disparition volontaire, peut-être un suicide. La famille refusa tout contact avec la presse. L'affaire fut classée sans suite à l'automne. Nathalie s'adossa à sa chaise. Elle relut le résumé 2 fois, ses doigts planant au-dessus du clavier, puis tapa une demande pour récupérer le dossier physique des archives profondes. 2 heures plus tard, elle l'avait entre les mains. Le lendemain matin, Nathalie assista au briefing matinal, attendant la fin pour poser sa question. « Quelqu'un ici se souvient d'Élodie Dubois ?» demanda-t-elle. Quelques sourcils se levèrent, mais aucune réponse immédiate. Enfin, le sergent Henri Dubois, le plus ancien de l'unité, se frotta le menton. « Avocate, non, dit-il. Elle prenait beaucoup d'affaires louches. Sa voiture a été retrouvée sur le pont. C'était une drôle d'histoire. » « Pourquoi ont-ils clos l'affaire ?» demanda Nathalie. « Aucun corps retrouvé, aucun nouvel indice. Quelqu'un a vérifié sur quelles affaires elle travaillait ? » « Pas que je sache, répondit-il. »
Tu penses que ça vaut la peine de creuser? Nathalie ne répondit pas directement. Elle se leva, tenant une photo imprimée de la serviette trouvée près de la rivière. Comment sa serviette s'est-elle retrouvée en aval, à des kilomètres de là où sa voiture a été trouvée? Henri haussa les épaules. Peut-être qu'elle est juste tombée. Elle n'insista pas, mais l'idée la poursuivit. Juin 1996, Élodie Dubois se tenait dans le hall du tribunal de Brive-la-Gaillarde, examinant ses notes d'affaires, une pile de convocations serrée dans une main. Ses yeux bougeaient rapidement, ses lèvres pincées. Son client, un adolescent, était victime d'une machination, et elle le savait. Mais récemment, elle avait remarqué des choses, des requêtes judiciaires disparaissant, des appels téléphoniques sans réponse, des conversations s'arrêtant net dès qu'elle entrait dans une pièce. Ce soir-là, elle ferma son bureau plus tôt que d'habitude. Ses collègues notèrent qu'elle semblait fatiguée mais concentrée. Une réceptionniste se souvint qu'elle avait demandé si le service de messagerie juridique fonctionnait encore après 21 heures. Personne ne lui demanda pourquoi. Le lendemain matin, la Citroën DS4 d'Élodie Dubois fut retrouvée garée sur la voie et du pont de la vallée des Vosges, la portière côté conducteur entr'ouverte, une veste posée sur le siège avant, sans sac à main ni téléphone. Les équipes de recherche et de sauvetage draguèrent la Dordogne pendant 3 jours. Ses collègues étaient sous le choc, sa sœur refusa toute interview. Finalement, la ville passa à autre chose. Nathalie Lefebvre quitta le commissariat de Tulle ce soir-là, le dossier glissé sous son bras. Elle n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais certaines affaires avaient un poids qui s'accrochait, et celle-ci ne sentait pas le suicide. Nathalie Lefebvre n'attendait pas grand-chose des archives des affaires non résolues, mais même selon les normes dépassées, le dossier d'Élodie Dubois était d'une maigreur saisissante, un classeur beige, friable au coin, pas plus épais qu'une assignation judiciaire. À l'intérieur, un rapport d'incident de 3 pages, un résumé de témoignages de 2 phrases, et une conclusion tapée à la machine recommandant l'arrêt des investigations. Pas de formulaire de porte-à-porte, pas de rapport médico-légal, pas de chronologie, pas de note de suivi. Elle revint au rapport d'incident, la voiture d'Élodie avait été trouvée par un officier de la gendarmerie routière vers 6h45 du matin, garée juste avant la barrière piétonne du pont de la vallée des Vosges, clé sur le contact, porte déverrouillée, sans sac ni téléphone. La voiture fut remorquée et traitée comme abandonnée. Personne ne photographia l'intérieur. Une note manuscrite dans la marge, d'un officier inconnu, indiquait « Enveloppe CI référencée par ED, possible inconduite ». L'enveloppe n'était pas jointe. Nathalie vérifia la chemise du dossier 2 fois, rien. Elle consulta le formulaire de statut au dos, clos le 4 septembre 1996, aucun acte criminel suspecté, initialé par un capitaine depuis longtemps à la retraite. Nathalie referma le dossier, le glissa dans la boîte et vérifia l'étiquette marquée « Inactif ». Elle le signa pour examen et le porta à son bureau. La réserve des preuves était au sous-sol, une voûte au mur de béton bordée d'étagères remplies de cartons vieillissants et de bacs métalliques rouillés. Nathalie marcha lentement dans l'allée, passant devant des affaires étiquetées par année, infractions et district de la ville. Elle atteignit les archives de 1996 et trouva le nom d'Élodie sur une étiquette blanche abîmée. À l'intérieur, une seule enveloppe contenait les registres de la préfecture des transports d'Élodie, une photo fanée de sa candidature au barreau, et une liste de ses affaires en cours au moment de sa disparition. Aucun document juridique, aucune note manuscrite, rien n'indiquant qui elle était ou sur quoi elle travaillait. Elle remit la boîte sur l'étagère et nota de récupérer les registres judiciaires d'Élodie aux archives du tribunal. Puis elle se rendit chez la dernière personne de contact connue, Laurence Dubois. Laurence ouvrit la porte sans sourire. Elle semblait avoir la quarantaine, plus jeune que Nathalie ne l'avait imaginé, les bras croisés avant même de parler. « Je savais que ça reviendrait un jour, dit-elle. Il a suffi d'une serviette flottant sur la rivière. » Nathalie se présenta simplement, tendit sa carte et attendit une invitation qui ne vint pas. Après une longue pause, Laurence ouvrit la porte moustiquaire et la conduisit dans un salon sobrement meublé, sans rien qui rappelât Élodie. « Je sais ce que vous allez demander, dit Laurence, assise au bord du canapé, et la réponse est non,
elle ne s'est pas suicidée. Nathalie ne contesta pas. Elle attendit. Elle était prudente, obsessionnelle même, fermait son bureau à clé, gardait des copies de tout. Elle n'était pas du genre à abandonner, ajouta Laurence après une pause, surtout pas à cause du travail. Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel à l'époque de sa disparition, demanda Nathalie. Laurence se leva, alla dans le couloir et revint avec une petite boîte à chaussures scellée avec du ruban adhésif. Elle la tendit à Nathalie. 2 jours avant sa disparition, elle a fait venir un serrurier chez elle. Elle disait que la charnière de son coffre-fort à preuve était endommagée. Elle était nerveuse, ajouta Laurence. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, et elle a dit. Les mots semblaient difficiles. Elle a dit, s'il m'arrive quelque chose, ne crois rien de ce qu'ils diront. Nathalie hocha lentement la tête, mémorisant la phrase. A-t-elle mentionné des noms précis, des clients, des menaces? Non, elle ne parlait pas de ça. Elle disait que c'était plus sûr si je ne savais rien. Elle vivait seule? Oui, toujours. Nathalie prit quelques notes, la remercia et se leva pour partir. Laurence l'accompagna à la porte mais s'arrêta avant de l'ouvrir. Je n'ai jamais cru qu'elle avait sauté du pont. Trouvez justice pour ma sœur, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps. Pensez-vous qu'Élodie a sauté du pont ou qu'elle a été réduite au silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Qui Élodie essayait-elle de dénoncer avant de disparaître? Nathalie résoudra-t-elle enfin ce mystère après toutes ces années? Mettez un pouce bleu à cette vidéo et continuez à regarder pour le découvrir. Commentez aussi d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le lendemain, Nathalie était assise en tailleur dans les archives municipales de Brive-la-Gaillarde, entourée de dossiers empilés en piles inégales. Elle avait passé les 2 dernières heures à parcourir les registres des affaires d'Élodie Dubois pour sa dernière année au tribunal. Un dossier se distinguait des autres, plus épais, marqué d'encre rouge sur les bords, l'État contre Mathieu Leroux. Un résumé de 16 pages détaillait un vol à main armée de 1996 qui s'était soldé par la mort de l'officier hors service Gérard Thierry. Mathieu Leroux, 17 ans, avait été arrêté le même soir, prétendument retrouvé caché à 2 rues de l'épicerie fine, du sang sur son pull et un revolver .38 retrouvé dans une benne à ordures à proximité. Le dossier semblait clair comme de l'eau de roche, mais Élodie Dubois avait pris l'affaire bénévolement, invoquant des irrégularités dans le rapport d'arrestation. Elle avait requis des audiences de suppression, déposé des motions contestant la chaîne de custodie, exigé les dossiers disciplinaires des officiers. 3 jours avant la sélection du jury, elle disparut. Le procès s'effondra. Mathieu plaida coupable sous la pression d'un avocat commis d'office. Nathalie revint au résumé de l'arrestation. 2 noms étaient soulignés, l'inspecteur Raymond Garnier et l'inspecteur Charles Moreau. Elle les entoura, puis vérifia le journal des incidents du même commissariat, le commissariat de Tulle, pour la même année. Ces noms revenaient souvent, trop souvent. Nathalie prit la route vers le nord avant l'aube. Mathieu Leroux purgeait alors une peine de 15 ans au centre pénitentiaire de Lannemezan, près de la frontière espagnole. L'extérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan était terne et carré, chaque aile conçue davantage pour la détention que pour la visibilité. Après avoir passé le portail, Nathalie Lefebvre fut conduite dans une salle latérale où les détenus rencontraient les visiteurs non avocats sous surveillance. Mathieu Leroux entra, vêtu d'une combinaison beige, l'expression réservée. La mi-vingtaine, mince, il s'assit en face d'elle sans parler. L'officier correctionnel hocha la tête et s'écarta. « Je suis l'enquêtrice Lefebvre, dit Nathalie. Je rouvre l'affaire de la disparition d'Élodie Dubois. » Le regard de Mathieu se brisa. Il se pencha en arrière sur sa chaise, l'observant. « Vous êtes sérieuse, dit-il après un moment. Oui. Il expira par le nez. Personne n'a prononcé ce nom devant moi depuis 10 ans. Je veux parler de la dernière fois que vous l'avez vue. Il hésita. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important, une semaine avant le procès, peut-être 4 ou 5 jours avant la sélection du jury. Nathalie sortit un petit carnet. Qu'a-t-elle dit?
Mathieu tapota un doigt sur la table. Elle a dit que l'affaire était pourrie, que ce n'était pas juste moi, qu'elle travaillait sur quelque chose de plus gros. Et si elle pouvait le révéler, elle les ferait tomber avec. A-t-elle dit qui était il? Il haussa les épaules. Non, mais elle a parlé de flics. Plus d'un. Nathalie marqua une pause. Vous l'avez cru? Je n'avais plus grand-chose à croire à l'époque, dit-il, mais oui, je l'ai cru. Mathieu se pencha légèrement en avant. C'était la seule personne qui me regardait dans les yeux et ne voyait pas un gamin de gang ou une perte de temps pour le tribunal. Un officier correctionnel revint à la porte. 2 minutes. Nathalie hocha la tête. Vous souvenez-vous d'autre chose? Un comportement inhabituel? Non, c'était la dernière fois que je l'ai vu. J'ai entendu ce qui s'est passé après. Ils l'ont probablement eu avant qu'elle puisse agir. Mathieu tapa légèrement du poing sur la table. Alors qu'elle se levait pour partir, il ajouta, elle méritait mieux qu'un titre dans un journal et un dossier clos. De retour à son bureau, Nathalie consulta les registres des visiteurs du centre pénitentiaire de Lannemezan pour la semaine mentionnée par Mathieu. Aucune trace d'Élodie Dubois. Aucune vidéo de surveillance de cette année-là n'avait été conservée. Elle demanda une vérification au bureau du directeur, mais elle savait déjà ce qu'il dirait, pas d'enregistrement, pas de visite, pas de suivi. L'absence était plus éloquente qu'un quelconque document. Elle consulta ensuite les transcriptions judiciaires originales de l'État contre Mathieu Leroux. Les motions pour une audience de suppression déposée par Élodie étaient mentionnées, mais non jointes. L'audience n'eut jamais lieu après sa disparition. Mathieu avait accepté un plaidoyer de culpabilité sous la pression d'un avocat commis d'office pour éviter une possible peine à vie. Nathalie parcourut l'ordonnance de clôture du tribunal. Le juge avait noté l'absence d'Élodie, mais n'avait pas enquêté sur l'absence de ses dossiers. Aucune demande de report n'avait été faite. L'affaire s'était simplement poursuivie sans elle. Nathalie s'adossa à sa chaise. Quelque chose clochait. Elle revint aux transcriptions du procès et relut les témoignages. L'officier arrêtant, l'inspecteur Raymond Garnier, avait affirmé que Mathieu avait été appréhendé après un tuyau d'un témoin du quartier. Aucun témoin ne fut nommé, aucun rapport de tuyau inclus. Le second officier, Charles Moreau, fournit des détails supplémentaires minimes. Nathalie ouvrit un autre dossier, l'État contre Donnelly, de 1995. Un autre accusé, mêmes inspecteurs, une formulation presque identique dans le rapport d'arrestation, rapport de témoin, course-poursuite, armes retrouvées dans une benne à ordures. Elle vérifia l'État contre Jérémy, également de 1995. Encore Garnier et Moreau, même récit. Nathalie referma les dossiers et les verrouilla dans son armoire. Elle avait assez pour commencer à tirer des fils, mais il n'était pas encore clair combien de personnes tenaient la corde ni jusqu'où elles étaient prêtes à aller pour qu'elles ne se défassent pas. Nathalie Lefebvre remplit une demande de dossiers internes par la préfecture de police de Limoges à midi. Procédure standard, 3 copies, une pour son dossier, une pour la révision interne, une qui disparaîtrait dans un tiroir quelque part à Limoges. Elle n'y comptait pas trop. Elle tendit le dossier au responsable des archives, un homme fatigué qui leva à peine les yeux. Ce sont des dossiers scellés, dit-il. Il faudra une autorisation. Je ne demande pas à les publier, juste à consulter la chaîne des plaintes contre les inspecteurs Garnier et Moreau entre 1995 et 1997. Ça peut prendre des semaines, répondit-il, glissant déjà le dossier dans un bac marqué « En attente ». Prévenez-moi si ça change soudainement. Elle partit sans attendre de réponse. Nathalie avait travaillé dans assez de services pour reconnaître que, des semaines, ne signifiait pas un retard bureaucratique, mais une esquive. De retour dans son logement temporaire, un vieil appartement d'une chambre au-dessus d'un ancien atelier de photographie fermé, elle posa ses clés sur le comptoir et ouvrit son ordinateur portable. Sa boîte de réception était vide, pas de nouvelles des analyses balistiques, pas de retour des greffiers du tribunal original, rien du bureau du procureur concernant les motions de Mathieu. Elle ne s'attendait pas à du mouvement.
Elle vérifia la boîte aux lettres dehors, plus par habitude que par espoir. À l'intérieur, parmi un prospectus de marché local et un rappel de vidange pour l'ancien locataire, il y avait une enveloppe Kraft sans adresse d'expéditeur ni cachet de la poste. Elle l'ouvrit sur le comptoir. Une photo glissa, une image granuleuse, clairement tirée d'une vieille caméra de surveillance, montrait Élodie Dubois dans le couloir du tribunal de Brive-la-Gaillarde, face à une femme en uniforme de greffière, la trentaine, teint olive, cheveux tirés en un chignon serré. Au dos de la photo, écrit à l'encre bleue, Fournier, commissariat de Tulle. Nathalie recoupa les registres du personnel interne du commissariat de Tulle de 1996. Une seule correspondance apparut, Aline Fournier, employée civile, quitta le service début 1997, sans adresse de suivi ni historique d'emploi sous ce nom depuis. Après 2 heures de recherche dans les registres de la préfecture des transports, les bases de données des aides-soignants et un changement de nom mineur déposé dans le département de la Corrèze, Nathalie trouva une correspondance, Aline Fournier. L'adresse était liée à un petit établissement de soins pour personnes âgées juste à l'extérieur de Brive-la-Gaillarde. Nathalie Lefebvre fit le trajet le lendemain, gardant son insigne hors de vue. L'établissement était calme, peu fréquenté. Elle se présenta sous le prétexte de se renseigner sur un proche. Après quelques questions, elle trouva Aline Fournier dans un coin du salon, près de l'arrière, pliant des serviettes à côté d'une femme en fauteuil roulant. Aline semblait plus âgée que sur la photo, plus maigre aussi, et prudente. Nathalie s'approcha lentement. « Madame Fournier, je ne suis pas là pour causer des ennuis. J'ai juste besoin de quelques minutes. » Aline leva les yeux, déjà méfiante. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Vous travaillez au commissariat de Tulle. Vous connaissiez Élodie Dubois. » La serviette glissa des mains d'Aline. Elle ne répondit pas. Nathalie sortit la photo de son manteau. Aline la fixa, puis murmura doucement, « Vous n'auriez pas dû venir ici. J'enquête sur la disparition d'Élodie. » « Votre nom est apparu, » dit Nathalie. Elle leur faisait peur. C'est la vérité. Quelques jours avant qu'elle disparaisse, je me souviens qu'elle est arrivée avec une enveloppe. Ce qu'il y avait dedans, je ne sais pas. Elle n'a rien dit, elle a juste demandé où était la boîte de réception du commandant. Elle voulait s'assurer que ça arrive dans les bonnes mains. Est-ce que c'est arrivé? Non, cette enveloppe n'est jamais apparue nulle part. J'ai demandé à un greffier le lendemain, et il a dit qu'aucune plainte n'avait été enregistrée. Nathalie attendit. Aline prit une longue inspiration. La veille de sa disparition, je passais devant la salle de pause. J'ai entendu Raymond Garnier dire, « Si elle doit partir, elle doit partir. » Charles Moreau a ri. Je n'ai pas arrêté de marcher. L'avez-vous signalé? J'ai demandé ma mutation la semaine suivante, donné ma démission, changé de nom. Je n'ai pas attendu d'être la prochaine. Vous souvenez-vous du nom Lucien Roche? L'expression d'Aline se crispa. Il était en détention. Je me souviens de ce nom parce qu'il a été mentionné 2 fois à la radio. Élodie disait qu'il l'aidait, une sorte d'informateur confidentiel. Il a disparu 2 jours avant elle. Juste envolé, pas de traces de transfert, pas de fiche de sortie, rien. Pensez-vous que c'est lié? Je pense que tout est lié. Nathalie ne rentra pas directement à son logement. Elle s'arrêta à une station-service, fit le plein, puis se gara devant une auberge rurale plus loin sur la route et relut ses notes pendant 2 heures, nom, date, motion, disparition. Lorsqu'elle arriva enfin sur le parking derrière son appartement, elle sentit que quelque chose n'allait pas avant même de sortir. Le pneu avant droit était à moitié dégonflé, l'arrière complètement à plat. Pas percé par des clous, mais tranché net, précis. Nathalie s'accroupit et vérifia les bandes de roulement des 2 côtés. Elle n'avait pas besoin d'un kit médico-légal pour comprendre, quelqu'un s'était approché, assez près pour envoyer un message. Nathalie ne dormit pas. Au matin, elle avait recentré toute son attention sur la serviette. Ce n'était plus un simple objet retrouvé, c'était une scène de crime.
Elle sollicita une faveur au laboratoire régional de Périgueux et demanda une seconde analyse médico-légale, cette fois en priorité. Le technicien au téléphone hésita, le protocole exigeait une demande explicite d'un enquêteur principal ou du procureur, mais quand Nathalie prononça les mots « possible homicide impliquant un officier », les choses s'accélérèrent. 3 heures plus tard, elle se tenait dans un laboratoire réfrigéré, bras croisés, tandis que 2 techniciens travaillaient sous un éclairage précis. « C'est dégradé », dit l'un d'eux, tournant lentement la serviette sur un plateau rembourré, mais on peut encore essayer de prélever des échantillons dans les coutures intérieures et les rails de la fermeture éclair. Parfois, des particules restent coincées sous les dents métalliques. Ils utilisèrent des pinceaux fins et des marqueurs de protéines, soulevant délicatement ce qu'ils pouvaient. Cela prit des heures. Puis un second technicien, plus jeune, appela depuis l'autre côté de la pièce, « Vous allez vouloir voir ça ». Ils avaient extrait une trace infime mais cohérente de cellules épithéliales séchées entre les plis de la fermeture éclair, des cellules avec des noyaux intacts, suffisants pour un profil ADN viable. Il fallut un jour de plus pour obtenir le résultat. Nathalie était assise dans sa voiture devant le laboratoire, fixant le pare-brise, jusqu'à ce que l'appel arrive. Le résultat était clair, Charles Moreau. Elle roula vers Limoges avant que l'encre du rapport ne sèche. Charles Moreau vivait dans un duplex banal, niché derrière une laverie désaffectée, dans un quartier où les maisons semblaient habitées mais rarement animées. Elle attendit dehors jusqu'à ce que la lumière du porche s'allume, puis sortit et sonna. Moreau répondit une demi-minute plus tard, mal rasé, en jean et chemise thermique, les yeux balayant au-delà d'elle avant de se poser sur son insigne. Enquêtrice Lefebvre, se présenta-t-elle, le tenant fermement. Je voudrais vous poser quelques questions sur Élodie Dubois. Il ne bougea pas, cette affaire date de 12 ans. Je sais. C'est pourquoi c'est surprenant que votre ADN soit apparu sur sa serviette. Son expression resta impassible, mais il recula sans protester, lui faisant signe d'entrer. Le salon était austère, sans photo, sans désordre, juste un fauteuil inclinable et une étagère poussiéreuse intacte depuis des années. Moreau s'assit, penché en avant, les coudes sur les genoux. « Écoutez, dit-il, je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé. Le laboratoire a confirmé une correspondance. Nous avons extrait des traces d'ADN, votre peau incrustée dans la couture de la fermeture éclair. » Il secoua lentement la tête, comme pour gagner du temps. Nathalie resta debout. Cette serviette a été retrouvée le mois dernier dans la Dordogne. Vous n'étiez jamais mentionné dans le dossier initial, jamais interrogé, mais la sœur d'Élodie a dit qu'elle portait cette serviette constamment. Alors, comment votre ADN s'y est-il retrouvé? Il regarda le sol, puis releva les yeux. Quelque chose dans son regard céda. Je ne l'ai pas tué. Alors aidez-moi à comprendre ce qui s'est passé. Un long silence suivit. Puis il se leva, marcha vers la fenêtre, bras croisés. Ça n'était pas censé aller si loin, dit-il. Raymond voulait juste lui faire peur. Elle faisait du bruit, parlait de plaintes internes, disait qu'elle avait des preuves. Vous l'avez confrontée? Je l'ai attendue sur le parking ce soir-là. Je lui ai dit de se calmer. Elle a refusé. Je l'ai assommée, poussée dans sa voiture, et j'ai conduit. Sa voix s'était aplatie, une récitation monotone. Mais elle s'est réveillée quand on est arrivé près du pont. Ça a dégénéré. Elle a essayé de s'échapper, alors j'ai dû l'arrêter. Elle m'a frappé avec la serviette, m'a touché à la mâchoire. Je l'ai arrachée et jetée. Elle a dévalé vers la rivière. Nathalie ne parla pas.